Voilà. Il y a d'abord le son, comme toujours, puis l'image. Il n'y a qu'au cinéma qu'on peut regarder le soleil et la mort en face. Image. Interview 1 sur 1. Professeur Brenta, première. Mais la deuxième nuit, c'est la nuit de la séparation. Hein. Mais il y en a une première, évidemment, et c'est la nuit de l'accouchement. C'est la nuit de la fatigue, surtout, où femmes et enfants s'endorment le plus souvent ensemble. Et puis il y a la deuxième. Et c'est vraiment la nuit de la séparation. C'est la nuit où l'enfant, pour la première fois, est séparé de sa mère. Et le plus souvent du temps, il pleure. Il pleure d'être seul, en fait, dans un paradis perdu. La deuxième nuit, souvent, c'est le moment où on réalise la séparation. Ils sont plus un comme ils l'ont été pendant 9 mois. Et donc souvent, cette nuit est beaucoup plus difficile. On peut remarquer beaucoup plus de pleurs du bébé. Et les mamans ont souvent besoin de notre aide et de plus d'attention à ce moment-là. Le vrai problème, c'est la deuxième nuit. La deuxième nuit, c'est celle de la véritable séparation, c'est celle du froid, c'est celle de la solitude. L'enfant découvre ce qu'il n'a jamais connu. Il a peur. Il n'a plus le ventre de la maman pour le rassurer, il n'a plus la peau. La deuxième nuit, c'est la nuit du grand saut, le grand saut vers la solitude, vers l'inconnu, vers ce qu'il sera vraiment. La deuxième nuit, c'est vraiment le moment où l'enfant ressent très très fort qu'il n'est plus dans un être vivant, qu'il est sur un lit, qu'il est une chose inerte, sans vie, où les bruits ne sont plus les mêmes, où on n'entend plus battre le cœur de sa mère. Et la mère elle-même ressent aussi cette espèce de vide et de manque. Elle entend le bébé pleurer, et donc c'est vraiment à ce moment-là que la perception vraiment de l'isolement, je pense, est la plus forte pour le bébé et pour la maman aussi. Et d'ailleurs, moi, personnellement, quand j'ai eu mon premier bébé, j'ai ressenti ça vraiment très très fort, parce que cette deuxième nuit, je l'ai vécue très fort en me réveillant de ces heures après l'accouchement, que j'ai entendu mon bébé pleurer. Je me suis rendu compte à quel point il devait se sentir seul et malheureux et isolé, et donc je l'ai pris sur moi, je n'ai plus voulu qu'il me quitte, et donc je l'ai mis sur mon ventre, sur ma peau, même, je n'ai pas mis sur la robe de nuit, je l'ai mis sur ma peau, je l'ai laissé là pour qu'il ressente à nouveau ma chaleur, les bruits de mon corps, et je pense que ça l'a calmé, et peut-être qu'il a mieux passé sa deuxième nuit. Voilà. Toute mon enfance, deux êtres ont réussi à me consoler de ma solitude et de ma différence. Mon ours et ma mère. Aujourd'hui, alors que ma mère se meurt doucement, il ne me reste plus que mon ours. Je porte en moi la mémoire de son ventre, et je me souviens de la chaleur, du flottement, et je me souviens de sa voix lointaine, douce, tout autour de moi,
et du faisceau de ses veines que je percevais comme les nervures des feuilles, comme la dentelle des arbres d'hiver. Et à chaque promenade d'hiver, à chaque arbre, à chaque coucher de soleil, je me souviens. Tout est là, dans le souvenir, ces 10 mois de bonheur intense jusqu'à l'accouchement, un mercredi de septembre où il faisait beau, où la lumière était si vive et le ciel si bleu, comme souvent les mercredis. Et loin, très loin, je me souviens du cri de cette femme qui me mettait au monde. Je me souviens. Comme à chaque neige qui tombe, je me souviens du cosmos d'où nous venons tous. Et devant ces flocons qui tourbillonnent autour de nous, émerveillés et fascinés, je me souviens de l'infinité du cosmos et retrouve cette trace d'éternité imprimée loin dans notre mémoire et qui neige en chacun de nous. L'histoire de ma famille, comme celle de toutes les familles, est chaotique. À l'origine, tous étaient des nomades venus de Mongolie et finalement installés en Flandre, où ils sont tous devenus flamands. Ici, je suis sur les épaules de mon grand-père. J'ai passé une partie de mon enfance, des milliers d'heures sur les épaules de mon grand-père. C'était le père de ma mère, mon refuge, ma forteresse. C'est quand il est mort, il y a longtemps, que j'ai senti pour la première fois quelle séparation était la mort. Combien ces épaules de grand-père me manquaient, combien ces mains de grand-père me manquaient. Mon grand-père travaillait au dock. C'est lui qui avait trouvé ma mère dans une cargaison de bananes en provenance du Congo. Elle était noire comme du charbon, avec de grands yeux. Il l'avait trouvée tellement mignonne qu'il l'avait ramenée à la maison, puis l'avait frottée et frottée encore jusqu'à ce qu'elle devienne blanche de peau. Pendant des années, la petite fille qui était ma mère avait cru dur comme fer à la réalité de cette histoire. Finalement, pendant la guerre, elle a rencontré mon père, un militaire qui n'avait de militaire que l'uniforme, mais qui plus tard, pendant la guerre froide, fut accusé d'espionnage. En tout cas, ils se marièrent. Alors ils m'ont conçu une nuit d'automne. Ils espéraient ma naissance pour début août, et mon père avait pris congé pour le mois. En septembre, il devait nous quitter pour aller en mission. Alors j'ai attendu qu'il soit parti pour naître un mercredi de septembre, après 10 mois passés dans le ventre de ma mère, de loin, les meilleurs moments de ma vie. Il y a longtemps, quand mon père est mort, 2 objets me sont restés de lui. Le pistolet qu'il était obligé d'avoir toujours sur lui en pleine guerre froide et qu'il cachait la nuit sous son oreiller. Et puis il y avait sa lampe de poche dynamo, ramenée d'une guerre qu'il n'avait jamais faite, avec son bruit si particulier que j'adorais. Et de mon père, il reste des traces, des images, une réincarnation même. Dans mon quartier, j'ai filmé pendant des années un vieil homme qui promenait son chien et qui, comme mon père, ressemblait à Buster Keaton âgé.
puis un jour, lui aussi est mort. De ma mère ne m'est resté aucun objet. Elle était l'univers, l'univers tout entier, tout l'univers. J'avais commencé ma vie en elle. Pour la dire, je n'ai pas vraiment d'image, rien que des sons de berceuse, sa voix et le temps qui passe. Et puis un jour, nous avons été vivre à Paris. J'ai revu la chambre où je restais alité des heures et des jours lorsque j'étais malade. Je me souviens des moments de maladie, de ces longues journées où je restais à l'appartement, le plus souvent couché dans mon lit, malheureux d'être malade, heureux d'être près d'elle. Quand elle ne venait pas s'asseoir à mes côtés, je l'entendais s'affairer dans le salon. Je l'entendais passer dans le couloir. Je l'entendais faire la cuisine. Au loin, passaient les sons du monde, les cris du rémouleur, la petite musique de l'accordéon qui passait dans la rue. Un jour, sans savoir ce que je faisais là, je me suis retrouvé face au miroir, dans la petite salle de bain attenant à la chambre. J'étais là, figé face à mon image, triste à en pleurer de me trouver si laid, si différent des autres, avec cette impression terrible d'être longuement et fixement dévisagé par ce petit garçon si moche dans le miroir. Elle a poussé la porte, a vu mes larmes et m'a pris dans ses bras, me serrant contre elle longtemps, sans rien dire, car elle seule pouvait me consoler de ma tristesse, de ma différence. Et je me souviens du premier jour où tu m'as accompagné à l'école. Jusque-là, rien, jamais ne nous avait séparés. Puis un jour, tu m'as donné un cartable et emmené dans un endroit étrange, une classe où il y avait d'autres enfants et une dame. Puis tu m'as dit au revoir et tu es parti. Et je suis resté seul, seul au milieu des autres, seul comme je n'avais jamais été, seul au milieu de tous ces inconnus. J'ai attendu que tu reviennes. Il devait s'agir d'une erreur. Tu allais réapparaître à la porte et me faire signe, mais tu n'es pas revenu. Et j'ai compris ce matin-là qu'il me faudrait vivre un jour sans toi. Je me souviens de ces longs après-midi au parc où je restais assis à tes côtés, sur un banc, sans bouger, sans jouer. Mon frère et ma sœur couraient, faisaient du vélo, du patin à roulettes, jouaient à la poupée, à cache-cache. La seule chose que je désirais était d'être à tes côtés, de regarder le monde en étant à côté de toi.
Je voudrais aujourd'hui filmer et regarder le monde comme je le voyais autrefois, dans mon enfance. Mais ce n'est pas vraiment possible. Une image, en se rapprochant de la réalité, nous la rend encore plus réelle. Alors qu'enfant, même en me rapprochant avec le regard, sans bouger, j'en restais loin, la contemplant de loin. Jour après jour, elle partait. Elle n'était déjà plus vraiment là. Elle se souvenait si difficilement de quel jour on était, et le temps n'accrochait plus à elle. Elle partait doucement déjà, et moi j'essayais encore de retenir le temps qui s'étirait entre nous et l'éloignait de moi. Elle semblait si loin déjà qu'il aurait été impossible de la retenir. Elle devenait si menue, si petite, si ténue qu'on aurait dit que peu à peu elle s'effaçait doucement. Comme pour dire que mourir est moins douloureux et moins violent que naître, elle qui m'a donné la vie. Je repensais alors souvent à l'image d'un paquebot qui lentement, de sa masse lourde, quitte le quai et part vers la ligne d'horizon. Image d'une lenteur infinie. Jusqu'à l'instant où le bateau, devenu un point sur l'horizon, bascule de l'autre côté du monde. Aujourd'hui, 30 janvier, maman est morte. Elle s'en est allée ce vendredi de janvier alors qu'une tempête soufflait sur le pays. Et cette nuit-là, j'ai voulu filmer la lune, prendre le souvenir de sa forme à ce moment-là. Et puis la nuit est tombée. La deuxième nuit. La deuxième nuit. Alors j'ai allumé un feu pour m'y fondre, pour me purifier, pour marquer et brûler cet instant. Je repense à ce jour où tu étais assise dans l'entrée de notre appartement à Paris, fatiguée et déprimée. Tu étais encore une jeune femme et moi un petit garçon. Nous venions d'arriver de la campagne, d'Anvers, et tu étais maintenant séparé des tiens, de tes amis et de ta famille. Paris devait te sembler une ville grande et cruelle. Ce jour-là, assise sur une chaise, tu t'étais laissé aller à pleurer, à vider ton cœur de tes larmes. Et moi je suis venu près de toi, ne comprenant pas, essayant maladroitement de te consoler. Je me rappelle, tout ce que tu pouvais donner comme raison à tes larmes, c'était la cruauté des gens. Ce n'est rien, me disais-tu. Maman pleure parce que les gens peuvent être si méchants. Et moi, qui aurais tout fait pour te consoler. J'étais là, petit garçon, devant ma mère qui pleurait et ne savait que dire pour la réconforter. Non seulement je ne comprenais pas la raison de ses larmes, mais je n'arrivais pas à ouvrir la bouche et à te raconter quelque chose qui aurait pu te consoler. C'est peut-être pour combler ce silence
qu'aujourd'hui je parle, je raconte, j'écris. C'est ce silence qui m'a fait cinéaste, le cinéaste que je suis. Après sa mort, j'ai retrouvé chez elle une boîte en carton avec toutes les cartes postales que je lui avais envoyées au fil des années. Des cartes postales d'ici ou d'ailleurs, des paysages et des madones, peu d'abord, puis de plus en plus, surtout quand elle fut seule après la mort de mon père. Au téléphone, à chaque carte qui avait rompu sa solitude, elle me disait l'avoir bien reçue, les garder toutes dans une boîte à chaussures. Plus tard, elles seront toutes pour toi, me disait-elle. Un soir, comme l'idée me traversait l'esprit, je lui avais dit qu'un jour, de toutes ces images, je ferais peut-être un film. De l'autre côté, à l'autre bout du fil, je l'avais entendu sourire. Les Flamands ont peint tellement de vierges à l'enfant, et toujours un enfant avec une tête et un corps de vieillard, et toujours une vierge éternellement jeune. Il n'y a d'ailleurs que les peintures elles-mêmes qui vieillissent et donnent à son visage les craquelures du temps. Des siècles de peinture, puis de cinéma, l'ont toujours montré jeune, sauf Pasolini, qui a fait jouer Marie par sa mère dans son film sur l'évangile de Matthieu. « Tu es irremplaçable, écrivait-il. C'est pourquoi la vie que tu m'as donnée est condamnée à la solitude. » L'étranger d'Albert Camus commence par l'un des débuts les plus célèbres de la littérature. Aujourd'hui, maman est morte. Mais dans un autre roman, La femme adultère, il y a des lignes merveilleuses qui me semblent être des lignes sur la destinée des femmes et qui me ramènent à elles. Au bout d'un long voyage, l'héroïne est arrivée à destination. C'est un paysage du Sahara. Elle est montée sur l'une des grandes dunes de sable et regarde. C'est la fin du jour, elle est face au désert et voit au loin les tentes des nomades. Et Camus écrit. Il lui sembla que le cours du monde venait alors de s'arrêter et que personne, à partir de cet instant, ne vieillirait plus ni ne mourrait. En tout lieu désormais, la vie était suspendue, sauf dans son cœur où, au même moment, quelqu'un pleurait de peine et d'émerveillement. Avec le temps, j'ai fini par comprendre que les histoires, toutes les histoires, les petites comme les grandes, ainsi que celles que me racontait ma mère lorsque j'étais enfant, que toutes les histoires concernaient des choses disparues. Maintenant que c'était elle qui avait disparu, je ne savais plus quelle histoire raconter. Quelle histoire pourrait dire cette disparition-là ? Car si ceux qui racontent les histoires finissent naturellement par disparaître, les histoires, elles, ne disparaissent pas. C'est peut-être pour cette raison que ce sont toujours les orphelins qui racontent les histoires. Un jour, en voyage en Espagne, nous nous sommes retrouvés face à la reine de la corrida.
Et pendant que mon père filmait, nous vivions ensemble côte à côte la mise à mort de l'animal. Et nous éprouvions ensemble la peur, la terreur devant cette violence inouïe, devant l'animal en sang au bord du gouffre. Et avec elle, elle à mes côtés, alors que nous étions tous les deux secoués par les larmes, j'ai senti pour la première fois de ma vie la purification de ce qu'on appelle la catharsis me traverser comme une libération au moment de la mort de l'animal. Maintenant que tu es morte, je repense au petit garçon que j'étais, heureux, insouciant et conciliant, mais parfois pris d'une terrible tristesse, pas longue dans le temps, mais comme l'écho d'une souffrance lointaine à laquelle un moment de cafard me renvoyait sans cesse. J'ai grandi et vécu avec cette blessure sans pouvoir la nommer d'abord, puis m'est venue l'image de cette première séparation, l'expulsion du paradis à jamais perdu. Puis venait cette évidence qu'il fallait cette dernière division pour devenir indivisible, pour devenir un individu. Il fallait me séparer de toi pour trouver ma place dans le monde, exister aussi autre part que dans ton regard. Contradiction que j'ai mis tant de temps à résoudre, te perdre pour être moi-même. Toute enfance a sa part de tristesse, et même l'enfance la plus heureuse est une enfance tragique. Comment accepter cette rupture? Comment prendre un jour la parole et dire réellement « je », c'est-à-dire comment vivre puis mourir? L'écrivain Robert Walser, qui disait de lui-même que sa manière de penser avait quelque chose qui lui rappelait le moineau, disait de la mort qu'elle était finalement peu de choses. La mort, disait-il, c'est comme n'importe quoi, comme cueillir des cerises quand elles sont mûres, comme faire de la luge en hiver ou boire un café. Il a écrit un jour un petit texte sur une peinture de Diaz de la Peña où l'on voit une femme et son petit garçon dans la clairière d'une forêt. Walser s'imagine que la mère se plaint à l'enfant qu'il est trop accroché à ses basques, qu'il serait temps qu'il prenne ses distances. « Pour savoir combien tu m'aimes, il faut que tu ne dépendes que de toi-même, » lui dit-elle. « C'est alors que tu sauras ce que j'ai été pour toi. Tant que je ne te quitte pas, je te reste inconnu. » Enfin, elle finit par ajouter « Aussi vrai que je suis ici avec toi, dans la forêt peinte par Diaz, il faut que tu partes. » Car, semble dire Walser, elle sait, elle, qu'elle est dans la peinture de Diaz, alors que lui, l'enfant, ne le sait pas encore. Je me souviens de cet orage terrible qui éclata un jour lors d'une promenade dans la forêt de Fontainebleau. De l'orage, tu nous avais dit, lorsque nous étions petits, que les coups de tonnerre et les éclairs étaient les signes de la colère de Dieu qui se fâchait contre un voleur, quelqu'un qui avait fait du mal. Mais cet orage-là fut terrible. Nous cherchions le muguet
qui à cette époque de l'année tapissent le sol, et en un instant, la forêt entière fut plongée dans l'obscurité totale. Nous étions seuls, toi, mon frère et moi, coupés du reste de la famille, perdus, désorientés. Sous la pluie battante, entourés par les coups de tonnerre et les éclairs, tu nous avais entraînés derrière toi en courant, sans savoir où aller. Mon frère, paniqué, ne cessait de crier « Mon Dieu, sauvez-nous !» Moi, plus petit, je me trouvais plongé dans les livres d'Ogre, dans le Petit Pousset, dans la forêt terrible où s'égare Blanche-Neige. Je ne sais combien de temps nous avons couru dans cette nuit soudaine, trempés jusqu'aux os, mais toute ma vie, l'odeur du muguet me ramènera à cet orage et à toi. Je me souviens de ces longues séances de vaisselle où je l'aidais à sécher les couverts. J'avais une dizaine d'années et je n'aimais pas qu'elle reste seule dans la cuisine lorsque le repas était terminé. Elle lavait la vaisselle et moi j'essuyais. Plus tard, lorsqu'elle m'a fait remarquer que cette activité ne convenait peut-être plus au jeune adolescent que je devenais, je lui ai fait la lecture. Je commençais à lire à ce moment-là, très tard, mais les premières nouvelles que j'ai lues, celles de Maupassant, je les ai toutes lues à haute voix, pour elle, pendant qu'elle faisait la vaisselle. Je me souviens de ce jour où je suis revenu à la maison familiale, dégoûté de l'université, après un an de médecine. La moyenne de mes points sur l'année avait plutôt été bonne et il ne me restait plus qu'à terminer mes examens. Mais je ne voulais plus de ces études, de ces futurs médecins et de ce métier. Je voulais faire du cinéma. À table, j'ai annoncé ma décision d'abandonner la médecine et de commencer des études artistiques. Mon père, qui rêvait ses 2 fils avocats ou médecins, s'est levé, puis est sorti de table. Nous sommes alors restés seuls. Ma mère gardait le silence, semblant elle aussi désapprouver ma décision. Le repas fini, elle a commencé à faire la vaisselle, et sans que rien ne soit dit, nous avons repris le rituel d'autrefois. Après un long moment, elle se tourna vers moi et commença à me parler de la photo prise le jour de son mariage à la sortie du carrosse et que nous connaissions tous. Elle me dit alors « Tu vois sur cette photo, si je pleure, ce n'est pas vraiment de bonheur. » Ce jour-là, j'ai compris que je ne devais pas épouser ton père, qui n'était pas fait pour moi. Il était intelligent, travailleur, mais trop sérieux, trop froid, trop distant. Lorsque je me suis réveillé ce matin-là, tout était devenu clair et je ne voulais plus. J'ai appelé ma mère et je lui ai raconté. J'étais en larmes et elle aussi. Mais elle a dit que c'était trop tard, que tout était commandé, le mariage, la robe de mariée, le carrosse, que dans 1 heure le coiffeur serait à la maison pour me coiffer. Que c'était trop tard. Alors voilà, je me suis marié et toi tu es là, et peut-être est-ce bien comme ça. Mais toi, fais ce que tu veux. Si tu veux faire du cinéma, alors fais-le. Oui, fais-le si tu veux. C'était une 2e mise au monde, cette femme qui me disait « Sois toi-même, sois simplement toi-même et fais ce que tu désires. »
Et cette femme disant cela, c'était d'autant plus fort qu'elle faisait partie de la dernière génération de femmes occidentales qui n'avaient fait qu'élever ses enfants et se soumettre au destin que lui avait dessiné son père, puis son mari. Depuis, je n'ai travaillé qu'à ça, être moi-même. Tu vois, faire un film sur toi, c'est faire un film sur la liberté. C'est peut-être la seule photographie que j'ai prise de toi, oui, la seule image de toi, entre nous. Au dos, j'ai retrouvé la trace de ton écriture. Elle date du moment de cette dernière vaisselle. Plus tard, quand je suis parti filmer les danses sacrées en Asie, tu me donnais un peu d'argent pour que je te ramène ces statuettes de Bouddha que tu aimais tant. Tant de choses me ramenaient encore à toi. Quand j'étais enfant, lors des réunions de famille, lorsque l'un de nous cherchait à avoir le dernier mot, je voyais souvent l'une ou l'autre main se lever et reproduire le geste des ciseaux qui coupent. Le geste renvoyait à une histoire connue de toute la famille, une histoire terrible que tu me racontas un jour. Un mari et sa femme se disputent à propos des circonstances d'un meurtre. Lui affirme que la victime a été tuée à coups de couteau, tandis qu'elle soutient contre vents et marées que l'assassin a frappé à coups de ciseaux. C'est le soir, le repas a lieu, et comme d'habitude, aucun ne veut céder. Lui ne cesse de répéter « C'était un couteau !» alors qu'elle répète « Des ciseaux, c'était des ciseaux !» Fatiguée de la discussion, la femme finit par passer à la salle de bain et se fait couler un bain. Mais personne ne cède, et lui continue à crier du living « Couteau, c'était un couteau !» tandis que de la salle de bain, elle lui répond en criant « Des ciseaux, des ciseaux !» Elle est dans son bain quand, à bout de nerfs, il ouvre la porte et lui crie « Un couteau, tu vas la mettre, oui ou non, c'était un couteau !» Mais elle, imperturbable, répond « Des ciseaux !» une fois de plus. Alors il craque, se jette sur elle et l'enfonce dans l'eau pendant qu'elle se noie. C'est alors que dans un dernier sursaut d'énergie, avant de mourir noyée, elle sort la main de l'eau et fait encore le signe des ciseaux. Depuis, le geste est resté dans la famille et souvent, lorsque l'un de nous cherchait à avoir le dernier mot, ma mère refaisait des doigts le geste des ciseaux.
Quand tu m'as donné la vie, tu m'as mis aussi face à la mort. Toi qui as su ce qu'était la souffrance, la douleur de l'accouchement, qui savais, comme savaient toutes les femmes, parce que tout en parlait, t'en avais parlé, de leurs souffrances des autres, de toutes celles d'avant, de ta mère, de tes tantes, de tes grands-mères. Tu savais donc ce qu'était la vie, son poids, ce qu'elle représentait en douleur, mais tu savais aussi à quel point l'être qui vient dans la souffrance l'efface d'un sourire. Tu aimais tant ces petites statuettes du Bouddha où le sourire efface tout. Mais la plus belle, la plus forte et la plus douce n'était en fait pas la représentation d'un Bouddha, mais celle d'une reine khmer, d'une mère. Longtemps, depuis toujours, elle avait été intriguée par ces portefeuilles en papier de riz ramenés d'Asie et que j'utilisais. Le portefeuille vieillissait au contact de la main, de la poche, devenait terne et effacé au bout d'un an ou deux. Puis je le changeais pour un autre. Je les ai tous gardés comme marque du temps qui passe. Ceux qui promettaient que le cinéma changerait le monde n'ont jamais tenu parole. Tu vois, il y avait un temps, il y a longtemps, où savoir parler et tenir sa parole étaient liés. Et celui qui ne savait pas tenir sa parole, celui qui mentait, devait alors se taire. On n'a qu'une parole. Il n'y a qu'une parole. Et les gens d'image, ceux qui croyaient au pouvoir des images, n'aurais jamais rien dû promettre. C'est toi qui m'as parlé pour la première fois de Dieu, du bon Dieu, comme tu disais, celui dont on disait qu'il avait créé le monde avec la parole. Mais si la parole a créé le monde, celui qui ment, celui-là pourrait aussi le détruire. Tu m'as appris à être libre, et aujourd'hui, c'est ça ma liberté de cinéaste, que de ne pas mentir. Non, surtout pas, parce que c'est souvent la pire des poses, celle que les cinéastes prennent face à la mort. Tu m'as donné la vie, et un cadeau comme la vie, ça ne se refuse pas. Et s'il fallait des images pour dire à quel point tu m'aimais, alors il faudrait vraiment de ces images qu'aujourd'hui je n'oserais même plus faire. Les mains d'une mère qui étale de la crème solaire sur les épaules de son petit garçon à la plage. Ce serait encore un mensonge, mais un mensonge vrai. Vacances d'été à la côte flamande. Tous les jours, par tous les temps, passait sur la digue la camionnette verse soupe, la camionnette de soupe fraîche avec l'homme qui remplissait les casseroles des mères en vacances. Quand il pleuvait, nous allions au café-cinéma. Et c'est là, alors que passait entre les tables la serveuse et son plateau couvert de café, de bière et de glace, que ma mère m'a fait découvrir le cinéma. Charlie Chaplin, Buster Keaton,
Laurel et Hardy. Ce sont mes premières images de cinéma, au milieu des tables remplies de consommation, avec elle à mes côtés. De toutes les innovations techniques qu'elle a connues, le répondeur téléphonique est celle qui l'a peut-être le plus étonnée. Elle ne s'y est jamais vraiment habituée, et quand elle terminait un message qu'elle me laissait, elle le faisait toujours en disant son nom à la fin, comme on le ferait en signant une lettre, en bas de page. Bonsoir Eric, il est 6h30. Je t'appelais déjà maintenant parce que je crains que je vais avoir encore un coup de téléphone derrière. C'est pour ça que je veux que je t'appelais maintenant. Mais enfin, je t'entendrai peut-être plus tard après. Même, je suis quand même longtemps debout. Hein. On verra bien, parce que j'y pense que tu vas partir en vacances. Peut-être ce soir alors, Eric, si tu as le temps. Hein? Au revoir. Ta maman. Tu n'es plus là, et pourtant je sais que jamais tu ne mourras en moi, que tu seras là jusqu'au bout. Jusqu'au bout nous irons à deux, comme de tout temps, comme à l'origine. Que l'origine et la fin se rejoignent en un cercle parfait. Braque, le peintre, disait que l'art est une blessure qui se termine en lumière. J'étais revenu d'un festival de cinéma et lui avais raconté l'un des films documentaires les plus impressionnants que j'avais vus et qui montrait le quotidien d'un meurtrier condamné à perpétuité pour avoir assassiné 8 personnes. Il ne sortait jamais et il ne voyait du monde que ce qu'il apercevait de la fenêtre de sa cellule, quelque part au fin fond de la Russie. Le seul être vivant avec lequel il avait une relation était une araignée qui avait tendu sa toile au fond de sa cellule, une minuscule araignée qu'il nourrissait et à qui il parlait. Quand je racontais le film à ma mère, elle me fit remarquer qu'elle aussi avait sa petite araignée. Et elle me montra l'animal qui avait tissé sa toile entre 2 tiges d'une plante en pot sur la terrasse de son appartement. Tous les jours, elle l'observait et lui parlait sans doute, pour rompre sa solitude et pour assumer ce besoin que nous avons tous de l'autre. Elle m'en parlait parfois au téléphone, me disait si l'araignée était de sortie ou non, ce qu'elle faisait, si elle chassait ou si elle dormait. Il y a quelques années, nous avions enregistré un dialogue que nous aimions tous les deux. Un dialogue entre une mère et son fils. Lui est devenu l'un de ces moines coptes exilés dans la solitude du désert. Cela fait maintenant des années qu'il est enfermé seul et en prière dans sa grotte scellée. Elle, sa mère, si vieille, voudrait tant le revoir une dernière fois avant de mourir. Et elle a tant marché dans le désert sur ses pauvres vieilles jambes pour arriver jusque-là, pour le voir encore une dernière fois. Mais lui ne veut pas rompre son vœu et refuse de lui ouvrir.
Je t'ai aussi apporté du miel. Tu ne vas pas me laisser repartir avec ce miel. Tu l'aimais quand tu étais petit. Il a toujours le même goût. Je ne vais quand même pas repartir en emmenant ton miel. Ce serait du vol. Macaire, qui n'avait pas prononcé un mot depuis plus d'1 an et demi, continua de se taire. Ne suis-je pas ta mère? Au moins dis-moi quelques mots, que je puisse reconnaître ta voix. On entendit alors comme une voix d'enfant. « Ton fils est mort. » C'était Macaire. Il se ressaisit et prononça d'une voix nette. « Mère, veux-tu me voir maintenant ou plus tard dans le ciel ?» La vieille femme, émue d'entendre le son d'une voix dont elle ne se souvenait plus et qui faisait renaître des images de jeunesse et de joie, n'avait pas prêté attention au sens de la phrase et demanda à Macaire de la répéter. « Mère, veux-tu me voir maintenant ou plus tard dans le ciel ?» Maintenant, tout de suite. Oui, maintenant. Tu vas ouvrir? Je préfère te voir dans les temps qui viendront. Si je te vois maintenant, mère, je deviendrai faible et prisonnier des démons. Mais si je ne te vois pas maintenant, quand te verrai-je alors? Si tu es assez forte pour dominer ton désir, mère, tu me verras dans le ciel. Nous y serons pour l'éternité ensemble. Tu es sûre? Oui, mère. Je suis heureuse de t'entendre. Tout ce voyage, tu as oublié comme c'est fatigant, les voyages. Je ne suis pas bien portante du tout. Tu as dit que nous nous verrions dans le ciel. Si tu le dis encore une fois, je le croirai. Macaire ne répondit rien. Sa mère continua. Je m'en vais alors. Qu'est-ce que tu veux? Elle frappa encore à la porte. Le miel, Pillard. J'oubliais ton miel. Donne-le à un pauvre. Tu penseras que c'est à moi que tu l'offres. Ah non, c'est pour toi ce miel. Je le laisse ici, juste devant la porte. Macaire ne répondit plus. Elle recula, passa devant les autres cellules, écarquillant les yeux pour s'imprégner de ce lieu où son fils vivait. Elle observa les toitures, compta les palmiers, emporta avec elle l'image de ce que son fils voyait tous les jours. Elle était si âgée. Les longues heures de marche qui restaient à faire ne l'impressionnaient pas. Si elle mourait d'insolation, elle irait au ciel où elle n'aurait qu'à attendre son fils aîné. Elle pensa: Je suis partie toute seule, je rentre seule aussi, c'est bien. Est-ce que je pensais qu'il reviendrait avec moi? Oui, je le pensais. Il croit qu'il va me voir dans le ciel. Il sera bien déçu. Je n'aime pas le paradis. Je n'ai pas envie d'y aller. La dernière fois que j'ai parlé du paradis avec ma mère, elle non plus n'avait pas trop envie d'y aller, parce que, disait-elle, avec les millions et les millions de gens déjà morts, cela lui semblait un endroit trop rempli pour être vraiment agréable. Penser à elle, c'est marcher à reculons, remonter le temps où commencent les choses, le temps des premières fois. C'est un voyage, un retour où les souvenirs jouent comme des contrepoints, hors du temps réel, en dehors de toute logique. Je retrouve cette carte postale d'Anvers, à l'époque où je suis né, une carte postale musicale.
Et je me souviens de ce long après-midi d'été où il ne cessait de pleuvoir. Nous étions tous deux dans la véranda. Toi, tu repassais, et moi j'étais assis là, sur la chaise en osier, en culotte courte, les mains sur les cuisses, sans bouger. Je me souviens de tout, des gouttes d'eau sur la verrière de la véranda, de l'odeur du linge frais repassé, de la lumière de cet été pluvieux, de mes mains immobiles posées sur mes cuisses, de ton père qui était passé dans la véranda, s'était arrêté, avait longuement regardé la pluie tomber et avait dit « Het regent de vrouwen » il pleut des vieilles femmes. Moi qui pendant des années me demanderais où étaient ces vieilles femmes. Je me souviens que c'était peut-être le plus long et le plus bel après-midi de ma vie. À être là, sans rien faire, dans ce temps infiniment étiré de cet après-midi, dans cet état de grâce, de contemplation, d'ouverture totale au monde. Et toutes les pluies chaudes d'été, et toutes les moussons des pays tropicaux où j'irai plus tard, me ramèneront à cet après-midi-là. Elle avait 89 ans et mourait doucement de son cancer. J'étais de mon côté grippé et souffrais de maux de tête. J'ai 60 ans et je me rends compte à quel point cela me soulage de me plaindre, comme je le faisais lorsque j'étais enfant, et elle trouve cela tout à fait normal. Quand elle ne sera plus là, je n'aurai plus personne à qui je pourrais me plaindre de cette façon. Dans l'une de ses nouvelles, Pirandello, l'auteur sicilien, revient sur les lieux de son enfance et retrouve le fantôme de sa mère décédée. Il nous arrive souvent de nous dire que tant que l'on pense à la personne morte, on la fait vivre encore en nous. Mais qu'en est-il de sa pensée à elle, elle qui pensait tellement à nous ? C'est ce que dit Pirandello à sa mère, qu'il souffre de son absence, de sa mort, parce qu'elle ne peut plus penser à lui, car, écrit-il, si elle pense à moi, alors je suis vivant pour elle. Maintenant que tu es morte, je ne suis plus vivant pour toi, et je ne le serai jamais plus, lui dit-il alors dans la nouvelle. Mais elle lui répond, avec toute la tendresse d'une mère, apprends à regarder avec les yeux de ceux qui ne voient plus. Ma mère, devenue une adolescente, vivait à Anvers dans la maison bourgeoise où ses parents travaillaient comme domestiques. Et je ne veux pas la quitter sans raconter l'histoire du petit singe, cette histoire qui a tellement marqué sa vie. Le fils de la maison, un cinéaste explorateur, revenait du Congo et s'était arrêté à Anvers chez ses parents avant de continuer son voyage et de prendre le bateau pour l'Amérique. Il avait avec lui 2 camions dans lesquels étaient entassés ses trophées, ses ivoires, ses masques, mais aussi 4 petits singes
qu'on logea à l'intérieur de cages au fond du jardin. Il ne devait passer que quelques jours à Anvers, mais une grève générale éclata au port et ils furent coincés tout l'été. Pour le plus grand bonheur de ma mère, c'était l'époque des grandes vacances et elle put s'occuper des bêtes. Un singe en particulier, un jeune babouin, se lia d'amitié avec elle et ils devinrent vite inséparables. Plus personne ne pouvait l'approcher et il ne lâchait plus la main de ma mère. Elle le soignait, le dorlotait, le berçait jusqu'à ce qu'il s'endorme et passait ses journées avec lui, avalant en un clin d'œil ses repas pour le retrouver au jardin. Le cinéaste n'en revenait pas qu'une telle complicité s'était installée entre eux. Elle, de son côté, ne vivait qu'avec une seule crainte, que la grève s'arrête et qu'on lui enlève son compagnon. Mais à la fin de l'été, le travail reprit au dock et le jour fatal du départ arriva. Cette journée, avec tous ses détails, ma mère me l'a 1000 fois racontée. Le camion, la caisse dans laquelle elle le dépose, lui qui crie, qui hurle, qui lui prend la pince qui retenait la natte de ses cheveux, le camion qui part et tourne le coin de la rue, et elle qui l'entend encore hurler. Quelque temps plus tard arrivait d'Amérique un télégramme annonçant la mort du petit singe. Sur le bateau, il avait refusé toute nourriture et s'était laissé mourir. Jamais elle ne s'était consolée de cette séparation. Tu vois, de ce film, je n'ai pas voulu faire une lettre, parce que j'en ai tant écrit quand tu étais là, et parce qu'on n'écrit pas à ceux qui ne sont plus là. Mais si j'avais pu, si je pouvais te dire, te transmettre quelque chose, et qui aurait été peut-être impossible à te dire quand tu étais là, ce serait, eh bien oui, maman, tout cela, jusqu'à ta mort, me donne envie de vivre, de faire l'amour, de regarder passer les nuages là-bas. Et c'est aussi le désir du cinéma que de voir passer le temps et les nuages. En tout cas, ce ne serait pas une fin triste. Plutôt un film comme tu les aimais, un film qui finit bien. Ce serait une fin qui n'en serait pas une fin qui n'en finirait pas, pour ne pas te perdre encore une fois. Quand tu n'as plus été là, je me suis rendu compte que c'était grâce à toi que je savais que j'existais. Et c'était ça, que tu étais à l'origine, la preuve de mon existence. Maintenant, je suis seul et libre, un homme qui n'a plus que lui comme mesure du temps, avec le bonheur d'être encore un moment émerveillé par le monde qui l'entoure et l'a fait naître. Je veux te quitter en musique et finir ce film avec ma dernière caméra, peut-être la meilleure. En fait, elle ne filme pas vraiment. Elle cligne de l'œil comme les vieilles caméras, mais n'enregistre rien. C'est un jouet, comme les poupées et les ours en peluche sont des jouets, comme on dit. La mémoire de la caméra, c'est celle du caméraman. C'est à lui de se souvenir de tout ce qu'il a filmé.